Elle est entrée à la Fondation Max Havelaar, où elle a travaillé et où également, à partir de là, elle est devenue membre de conseils d'administration, notamment dans le Fair Trade Labeling Organizations. Depuis 2005, Madame Gilani a fondé sa propre entreprise en développement durable et éthique dans l'économie. Et elle poursuit sa philosophie première dans cette entreprise, c'est la vision qu'elle intitule « Pour un monde meilleur à travers l'économie ». Madame Gilani a gagné de nombreux prix, dont notamment l'un déjà en 2000, qui est le Global Leader Prize for Tomorrow du World Economic Forum de Davos, et l'autre plus récemment en 2009. Elle a reçu le prix, le Grand Binding Prize. Et ce que je trouve merveilleux, c'est que pour une personne si jeune, ce prix, il porte sur l'œuvre de sa vie. Donc j'accueille avec grand plaisir Madame Paola Gilani et Monsieur Bonardi, professeur en HEC, professeur ordinaire en HEC, va donc mener la discussion avec elle. Un, deux, trois. 1, 2, 3, ça marche, oui. Donc, merci beaucoup d'être là et merci Paola d'avoir accepté notre invitation pour venir parler aujourd'hui de la responsabilité sociale de l'entreprise. Donc mon rôle, en fait, je le conçois de manière assez discrète moi aussi, un peu comme ce qui vient d'être dit pour ce qui est de la modération, c'est-à-dire que je vais essayer juste de poser un certain nombre de questions à Paola sur les questions de responsabilité sociale et plus précisément sur la question du commerce équitable. Et j'essaie aussi de regarder un peu le temps pour éventuellement prendre quelques questions de l'Assemblée que vous pourriez avoir vous aussi à la fin de l'intervention. Alors Paola, la première question, je suppose, puisque le thème qui a été choisi, c'est le thème le thème du commerce équitable. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'est-ce que c'est le commerce équitable? Alors tout d'abord, bonjour à tous. C'est un grand honneur pour moi d'être ici aujourd'hui, un grand plaisir. De parler particulièrement des enjeux du commerce équitable. Alors tout d'abord, Jean-Philippe, je dois te dire quelque chose. Il y a une définition internationale du commerce équitable. Ce sont toutes les ONG internationales qui se sont mises ensemble pour faire du commerce équitable et pour promouvoir le commerce équitable qui l'ont défini. Par contre, je dois vous dire, ça fait 30 ans qu'ils travaillaient dessus et finalement, en 2004, ils ont réussi à se mettre d'accord sur les détails de chaque mot, de chaque virgule. Et donc, je vais vous la lire parce qu'elle est en anglais. Je n'ai pas osé la traduire en français parce que j'avais peur de changer une virgule ou de mal traduire un mot. Donc, je vais me permettre de vous la lire. Et comme tout augmente et il n'y a que la vue qui baisse, je me permets de mettre mes lunettes. Alors, Fair Trade is a trading partnership based on dialogue, transparency and respect that seeks greater equity in international trade. It contributes to sustainable development by offering better trading conditions to and securing rights of marginalized producer workers, especially in the South. Ok, donc ça fait pas mal de jargon tout ça. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu plus précisément comment est-ce que ça fonctionne dans la réalité? Alors en fait, cette définition, si on l'analyse de plus près, dans le fond, Benjamin Franklin l'avait déjà écrite sur un des bâtiments à Washington, définissant le commerce équitable. Le commerce équitable, c'est justement... C'est pas seulement des ONG ou un label qui peut promouvoir ou appliquer un commerce équitable. C'est toute entreprise, c'est partout où il y a un échange économique, c'est une question de comportement. On peut appliquer un commerce équitable du début de la filière de l'échange économique, c'est-à-dire du début de la production de la matière première, en passant par sa transformation jusqu'à sa distribution et jusqu'à sa consommation. Il y a 3
objectifs dynamiques dans le commerce équitable, qui sont devenus les critères du commerce équitable, ce sont des objectifs économiques, des objectifs sociaux et des objectifs environnementaux. Alors, si je prends par exemple les matières premières agricoles, alors les objectifs environnementaux, ce sera au moins de réussir à produire selon les standards de production intégrée, mais si possible des standards biologiques. Donc production intégrée, c'est en fait utiliser le plus possible des intrants naturels pour améliorer la productivité et éviter les intrants chimiques. Par contre, il peut y arriver une année, par exemple pour la banane, il peut y arriver une année où il fait vraiment très humide et il n'y a pas assez de vent, donc il y a des parasites qui se développent et à ce moment-là, on va être peut-être obligé d'utiliser pendant une saison des intrants chimiques. Pour les objectifs sociaux, en général, c'est au minimum les conventions de l'Organisation internationale du travail, donc de l'OIT. Et pour les objectifs économiques, eh bien, c'est justement la traçabilité, la transparence et un prix équitable. Alors, vous allez me poser la question, parce que je crois que vous êtes économiste. Qu'est-ce qu'un prix équitable? Ouais. Qu'est-ce qu'un prix équitable? Alors, un prix équitable, il y a pas mal de théories là-dessus, mais un prix équitable, c'est des co-SP plus co-SL égale un prix équitable. Alors, co-SP, c'est Cost of Sustainable Production, coût pour une production durable ou soutenable, plus coût pour une vie digne, hein, Cost of Sustainable Living. Alors, Cost of Sustainable Production plus Cost of Sustainable Living, ça c'est un prix équitable. Qu'est-ce qu'on entend par Sustainable Living? En général, c'est ce qu'on appelle sécurité économique, mais certaines grandes organisations internationales appellent ça sécurité alimentaire. Mais c'est plus que juste la sécurité alimentaire, c'est la sécurité économique, dans le sens économique oikos, hein, ça vient du grec, un grec parmi nous, oikos, la maison. Donc, vraiment réussir à se développer en tant qu'être humain dans une communauté, avoir une sécurité alimentaire, avoir les besoins de première nécessité, un toit, l'hygiène, et pouvoir investir dans son propre développement. Parce que ce qu'on constate, c'est que quand on reçoit un prix équitable, eh bien, on doit arriver plus qu'à couvrir ses frais de production durable. C'est important que le travail soit valorisé et qu'on puisse justement investir dans tous ces aspects de vie digne et de développement personnel qui va permettre de se développer personnellement pour améliorer sa situation, mais aussi investir dans la formation de ses proches. Ça peut être ses enfants, sa famille, mais aussi sa communauté. Et ce qu'on constate dans les sociétés, c'est que si les gens ont la possibilité de se développer et qu'ils ont la liberté de le faire, eh bien, il y a moins de conflits et il y a moins de criminalité, ce qui, dans le fond, arrange tout le monde parce que ça éviterait qu'il y ait trop de flux migratoires. Parce qu'un producteur dans un monde globalisé, n'importe quel, par exemple, agriculteur, a aujourd'hui beaucoup de difficultés dues aux spéculations sur les denrées alimentaires, surtout. Mais dans les pays en développement, souvent on doit mettre la clé sous la porte, et quand on met la clé sous la porte parce qu'on n'a même pas reçu le prix justement qui couvre les frais de production durable, eh ben on va pas pouvoir payer ses factures, on va pas pouvoir payer ses intrants, on va pas pouvoir payer à manger, donc on renonce, on bâche et on met la clé sous la porte, et souvent, eh bien, ces personnes migrent et vont dans les grandes villes. Et s'ils restent dans les grandes villes des pays en développement, très souvent, ils vont dans les bidonvilles en pensant d'avoir un meilleur avenir, mais souvent ça devient encore plus compliqué parce que là, la loi du racket est extrêmement importante. Autrement, migrent dans nos pays. Et là, on connaît aussi un peu les difficultés d'intégration
et d'accueil qu'on a dans nos pays. Là, vous parlez de problèmes qui sont un peu plus larges que simplement les problèmes qui sont liés purement au commerce équitable, mais si on recentre là-dessus, est-ce que vous pourriez nous donner un exemple d'une industrie où, de votre point de vue, ça a bien fonctionné? Bon. Où ça fonctionne bien? Parce qu'il y a eu beaucoup d'essais pour bien faire fonctionner ça dans le secteur du café, dans tout un tas de secteurs de l'économie, notamment dans les pays en voie de développement. Alors, dans quel secteur, de votre point de vue, est-ce que ça fonctionne? Bon, je ne suis pas tout à fait d'accord quand vous me dites que c'est une notion plus large que juste le commerce équitable, parce que justement, c'est l'idée du commerce équitable, c'est justement, à travers l'économie, d'être au service de l'être humain et d'assurer un développement humain le plus durable possible sur notre planète. Donc forcément, c'est lié. Le commerce et le développement humain, ce n'est pas deux choses séparées. C'est exactement, je crois, la problématique qu'on a aujourd'hui dans l'économie, comme on la voit actuellement dans nos systèmes économiques. Mais bon, on a des grands coups de réveil, comme la dernière crise de 2008, ou actuellement ce qu'on voit en fait par rapport à l'énergie nucléaire et en fait qui gère les centrales nucléaires, est-ce qu'elles sont gérées avec suffisamment de sécurité? C'est quand même des questions qui sont... Dans le fond, on ne veut pas les lier, mais elles sont liées, parce que si on veut maximiser le profit, on va essayer de réduire les coûts. Et si on réduit les coûts, ça veut dire à quelque part, on va couper des ressources à certains endroits, dans certaines entreprises, et peut-être ça va mettre en jeu une certaine sécurité. Ça, c'est juste un exemple. Donc pour dire, tout est lié dans le fond. À la fois, c'est vrai, mais là, j'aimerais revenir à ma question de où est-ce que ça fonctionne vraiment? Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de belles idées derrière ça, mais surtout si on raisonne au niveau de l'économie, ce qu'on voudrait, c'est voir des résultats en fait au niveau du système en général. Donc, voilà. De votre point de vue, où est-ce que ça fonctionne? Je peux donner un exemple à succès, si vous voulez. Alors, il y a eu plusieurs exemples, mais il y en a un qui est flagrant, c'est la banane. Alors, quand on a lancé la banane du commerce équitable biologique, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait très peu de moyens financiers, et donc il fallait que je m'expose en public pour essayer de sensibiliser la population et les consommateurs par rapport aux problématiques du commerce mondial et du commerce de la banane. Et à la fin de mes conférences, je parle toujours d'une vision, d'un rêve, où je disais, voilà, maintenant on vient lancer cette banane. La seule innovation de cette banane, c'est justement qu'elle est produite et commercialisée et achetée de manière responsable. C'est l'innovation de cette banane, c'est la valeur ajoutée qu'elle apporte. Et donc, mon rêve, ma vision, c'est qu'on arrive à prendre 30% du marché suisse de la banane. Alors tout le monde dans la salle souriait poliment, parce qu'il y avait beaucoup d'économistes justement et du monde de la finance, tout le monde souriait et me disait, Madame Guilani, on sait que vous venez de l'industrie privée, mais franchement 30% de part de marché sans avoir un budget de millions comme les grandes multinationales américaines, franchement ça va être difficile. Mais c'est vrai que je devais quand même accepter cette remarque critique, c'était vrai, c'était pas facile. Et finalement, les consommateurs étaient tellement sensibilisés qu'ils ont commencé à voter avec leur porte-monnaie. Puis quand ils ne trouvaient pas la banane du commerce équitable, ils râlaient dans les magasins. Et puis du coup, en 4 ans, on a pris 50% de part de marché dans le gâteau de la banane. Donc c'est énorme, c'est une banane sur 2 est équitable en Suisse. Maintenant, ce qui a été aussi intéressant, c'est que les entreprises bananières américaines qui avaient des millions de budget marketing, une a perdu tellement de parts de marché qu'elle a quitté le marché suisse, et la deuxième, elle s'est dit, si je ne veux pas continuer d'en perdre, je suis obligée d'investir dans un management responsable. Je suis obligée d'investir dans des critères sociaux et environnementaux. Les critères économiques, c'était plus difficile parce que c'est toujours lié au prix, à la marge, donc ça devient un peu compliqué. Par contre, il y a quand même eu des efforts qui ont été faits dans ce sens. Donc simplement pour dire aussi, pour revenir à cette définition en anglais du commerce équitable, cette définition, c'est pas seulement
le commerce équitable, c'est pas seulement faire du commerce équitable avec un label. N'importe quelle entreprise peut faire du commerce équitable et devrait faire du commerce équitable. C'est ça. Le commerce devrait toujours être équitable. Et je me souviens, avec toutes les parties prenantes du label du commerce équitable, le Max Havelaar, j'ai pris le risque de discuter avec elles de quelle était leur vision du commerce équitable. Et ensuite, j'ai utilisé ce qu'ils m'ont dit comme vision pour la Fondation Max Havelaar. Et en fait, ils disaient, le commerce équitable, ça doit devenir une évidence. Et donc, j'ai dit, la vision de la Fondation Max Havelaar, c'était que le commerce équitable devienne une évidence, que chaque entreprise décide et ait le choix de dire, voilà, maintenant, on va faire du commerce équitable, ou bien le faisait déjà, on va encore s'améliorer, parce que c'est un processus de développement, c'est jamais terminé, on doit toujours s'améliorer. Et avec ça, ce que je veux dire, c'est souvent quand on me dit ouais, mais le commerce équitable, les labels et tout ça, on pense toujours au label. Mais le label, dans le fond, il devrait devenir avec le temps superflu. Il ne devrait plus exister. Il a juste été là, sa fonction, c'était d'inspirer les consommateurs à se rendre compte, de problématiques du commerce mondial et ainsi de voter avec son porte-monnaie. Mais n'importe quelle entreprise peut décider, demain, ma stratégie, c'est une stratégie développement durable, c'est une stratégie commerce équitable, et puis on a des objectifs stratégiques dans ce sens, des plans d'action dans ce sens, et voilà, donc c'est simplement pour dire c'est beaucoup plus large qu'un système de certification. Le système de certification est juste là pour inspirer. D'accord, surtout qu'un système de certification, ça peut aussi éventuellement créer des barrières à l'entrée. C'est-à-dire éventuellement empêcher l'accès au marché de certains producteurs. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui, de votre point de vue, n'est pas un problème quand on considère le commerce équitable? Oui, ça a été très souvent considéré par l'OMC et les grands pays de l'OMC, qui sont pour la plupart d'anciens pays coloniaux. Eh bien, c'est vrai que ça a été considéré comme une barrière. Et je peux aussi le comprendre. Mais aujourd'hui, la barrière, c'est devenu les gros volumes à très très bas prix de la Chine avec une monnaie dévaluée. C'est une barrière. Il y a beaucoup de monde qui dit quelque chose là-dessus, mais souvent l'OMC, je ne sais pas pourquoi, n'a seulement considéré, au niveau de concurrentialité ou de compétitivité, n'a considéré que la question du prix. Et dans le fond, c'est pas que ça le commerce, c'est pas qu'une question de prix. Si on voit aujourd'hui ce que fait la Chine, c'est aussi une barrière pour tous les autres pays, ce qu'ils sont en train de faire. Par contre, d'un autre côté, nous, on accepte un grand esclavage global, parce que qu'est-ce qu'on fait? On délocalise en Chine parce que ça coûte moins cher. Mais si, en fait, dans nos pays, on abolissait toutes les prestations sociales, les heures de travail bien réglées et tout ça, on coûterait aussi nettement moins cher. Donc, en fait, on participe en délocalisant à un certain esclavage global. C'est un point intéressant que vous mentionnez, notamment parce qu'en fait, il y a aussi, si on prend un peu un angle un peu critique par rapport au commerce équitable, du point de vue en fait des producteurs et des employés du commerce équitable, ça peut aussi poser des problèmes qui ne sont pas nécessairement complètement évidents tout de suite, notamment justement dans une perspective économique, disons, le commerce équitable, ça revient finalement à payer un peu plus cher les gens pour produire à peu près la même chose, d'accord? Et dans une perspective économique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, il y a moins de gens qui vont être payés un peu plus cher, un peu mieux, pour produire, en fait, pour produire la même quantité de biens ou la même quantité de choses. Est-ce que ça, c'est vraiment équitable? C'est-à-dire le fait qu'il y ait moins de gens, au bout du compte, qui soient payés finalement plus cher pour produire la même chose qu'auparavant? Et est-ce que ça ne va pas justement exclure, dans un certain nombre de pays en voie de développement, des employés ou des travailleurs, justement, que ce soit de la production de la banane ou du café ou d'autres biens de ce type? Je ne sais pas si j'ai bien compris votre question, mais est-ce que vous avez l'impression qu'en Suisse, est-ce qu'on a un salaire équitable en Suisse? Moi, je trouve qu'en Suisse, on a plus ou moins tous un salaire équitable, à part quelques exceptions.
Et c'est pas pour autant qu'il y a un grand taux de chômage. Je crois que c'est un peu une fausse question, mais payer un salaire équitable, c'est pas donner l'aumône à des gens qui travaillent dur. Et c'est pas non plus payer plus cher des producteurs qui seraient inefficaces, bien au contraire, c'est des producteurs efficaces aussi. Et on voit aussi ça chez les agriculteurs en Suisse. On leur reproche très souvent, et surtout au niveau de l'OMC, de ne pas être suffisamment efficaces parce qu'ils n'arrivent pas à produire moins cher. Mais c'est normal. Leurs parcelles sont bien plus petites que même nos voisins européens, donc ils n'arriveront jamais à produire à gros volume à bas prix. Donc c'est une question vraiment ridicule. Enfin, pas la vôtre, cette question-là. Il y a quand même une question qui est liée au développement, au niveau de développement de ces pays, et le fait que dans beaucoup de pays en voie de développement, on est concentré sur un certain nombre de secteurs. Enfin, la main-d'œuvre ne peut pas nécessairement de manière extrêmement fluide bouger en fait, d'un secteur à un autre. C'était un peu l'objet de la question que je posais. Oui, mais disons, moi je trouve que les payer correctement, ça ne veut pas dire qu'il y aura moins de places de travail, ça ne va pas manger des places à d'autres, c'est simplement qu'on va payer un prix équitable qui serait tout à fait correct dans un contexte donné. Je trouve plus dramatique, c'est les spéculations, parce que souvent on dit les labels du commerce équitable manipulent un peu le système économique puisqu'il y a des prix minimum garantis. Ça je suis assez d'accord, c'est une manipulation de mettre un prix minimum garanti. Et puis, en fait, on devrait toujours tout baser sur l'offre et la demande. La problématique de l'offre et de la demande, et on en est témoin ces 10 dernières années, c'est qu'elle est totalement manipulée par les spéculations en bourse. On spécule aujourd'hui, mais dramatiquement, sur les denrées alimentaires, à tel point qu'après la crise financière, je crois que c'était l'année dernière, Madame Lagarde, qui nous vient de chez McKinsey, donc c'est pas Max Havelaar, hein, McKinsey, qui dit on devrait interdire la spéculation sur les denrées alimentaires. Ça devrait être interdit. Et elle a même ajouté, et même pourquoi pas sur les matières premières. Sur toutes. Parce qu'elles sont limitées, donc on joue à quoi là ? On joue à quoi exactement, tous ? Et puis pendant ce temps, il y a des gens qui crèvent de faim. C'est quand même crèvent de faim ou sont dans des difficultés extrêmes. On pourrait discuter de ça des heures, évidemment. J'ai envie de vous poser une dernière question avant peut-être de prendre une ou deux questions de l'assistance, qui est, si maintenant on élargit un peu le débat justement à cette question de la responsabilité sociale des entreprises, de votre point de vue, qu'est-ce que ça doit faire une entreprise aujourd'hui justement pour s'adapter à un certain nombre des missions que vous avez dessinées auparavant ? C'est assez simple dans le fond. Chaque entreprise fait un plan stratégique. Alors quand on fait son plan stratégique, eh bien, au lieu de mettre que des objectifs économiques standards qui ne seraient pas durables, comme un exemple serait la maximisation du profit à court terme à n'importe quel prix, Enron en est un bon exemple, pour n'en citer qu'un parce qu'il y en a eu plusieurs après. Il faudrait mettre des objectifs stratégiques également sociaux, sociétaux et environnementaux. Et puis une fois qu'on a ces objectifs stratégiques sur 3 à 5 ans, eh bien, il va falloir développer la stratégie et les plans d'action pour vraiment les intégrer dans la réalité de la gestion d'entreprise, que ce soit la maison mère, mais aussi dans les filiales et les organisations du groupe, si c'est un groupe multinational. Et puis après, peut-être un dernier petit détail, si on promet quelque chose, parce qu'on fait souvent seulement la révision financière d'une entreprise avec des auditeurs externes, internes et externes, bien après, on fait aussi une révision des aspects non financiers. Par exemple, si on promet qu'on remplit les conventions de l'OIT, eh ben, on devrait aussi avoir des auditeurs internes et externes qui vont aller checker si effectivement on tient cette promesse. Et puis la même chose avec des objectifs ou des critères environnementaux, on devrait avoir des auditeurs internes et externes qui
contrôlent ces aspects-là, qui font ensuite un rapport de contrôle, un rapport d'audit sur ces aspects non financiers. Et après, on peut vraiment communiquer sur ce qui a bien marché, ce qui a moins bien marché et ce qu'il faut améliorer. Alors je l'admets, c'est plus facile pour des entreprises qui ne sont pas cotées en bourse, mais si on regarde les fluctuations de la bourse, des actions et tout ça, aujourd'hui c'est difficile d'y trouver une logique. Hein. On ne sait pas vraiment ce qui se passe dans les spéculations boursières au jour d'aujourd'hui. Ok, est-ce qu'on peut prendre encore 2 minutes pour enfin, je voudrais pas monopoliser tout le temps de questions. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait une question? C'est une question toute simple, je pense qu'elle a déjà été posée, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Je trouve que j'ai une immense admiration pour le mouvement Max Havelaar, j'aimerais y participer plus, mais vous faites mal votre publicité. Je pense qu'il devrait y avoir une liste de ces produits, qu'on devrait nous aider comme citoyens lambda à choisir mieux nos produits en fonction du commerce équitable, et que la publicité n'est pas très bonne. Est-ce que vous avez une réponse à cela? Bon, vous savez, moi j'ai quitté Max Havelaar en 2005 quand même, alors je ne saurais pas quoi vous dire. Peut-être il faudrait vous adresser à la Fondation Max Havelaar et puis éventuellement leur dire il faudrait être plus présent. Moi je peux vous dire, ce qui est important de faire, c'est pas nécessairement d'investir dans de la publicité, mais surtout quand on a des petits budgets, c'est vraiment de s'exposer, mais il y a un risque, hein, de s'exposer en public à travers des conférences, mais aussi de s'exposer chaque fois qu'il y a des demandes des médias, même si elles sont critiques, toujours accepter de s'exposer, de manière à ce que le public puisse comprendre les tenants et aboutissants du commerce mondial, des filières, mais peut-être d'une manière simplifiée évidemment, parce que tout est très complexe dans notre monde d'aujourd'hui. Et moi je pense que ça fait énormément. Moi, ce que je peux vous dire, c'est les chiffres de l'époque où je m'occupais de la Fondation Max Havelaar. On avait 87% de reconnaissance du concept, de la marque et des produits auprès du public. Aujourd'hui, je ne sais pas combien c'est, mais donc ça veut dire c'était très connu. J'ai un peu perdu le fil, donc je ne peux pas vous dire si c'est autant connu qu'avant, mais peut-être adressez-vous à la Fondation Max Havelaar. Merci. J'ai juste une question. À mon avis, moi, le commerce, il est toujours loin d'être équitable. Peut-être, ça peut être une théorie. Mais j'aimerais savoir quelle est la position de l'OMC sur le commerce équitable, premièrement, par exemple. Mais j'aimerais parler sur un plan plus large. Pensez-vous réellement que le commerce, par exemple, entre les pays développés et les pays en voie de développement, pensez-vous qu'il est réellement équitable? Alors, je pense qu'il est... Vous avez raison, c'est vraiment équitable. Il n'y a qu'une infime partie, elle est souvent liée justement à l'être humain, à certaines personnes qui participent à cette filière et qui sont conscients de ces aspects, mais c'est encore une minorité. Je dirais que c'est pas plus que 2 à 3% du commerce mondial. Maintenant, pour l'OMC, la position de l'OMC... Il faut savoir, l'OMC, elle est quand même encore très tirée par certains pays. Et l'OMC a voulu faire des critères du commerce équitable de manière à ce que tout le monde puisse les appliquer. Mais ils n'ont jamais réussi à se mettre d'accord. Et ces critères du commerce équitable étaient tellement bas, vraiment nettement plus bas que ceux qui devraient être, justement pour éviter toute barrière pour certains pays, que, je veux dire, n'importe quelle entreprise aurait pu remplir pratiquement les critères, à part les pires, on va dire. Donc, c'était pas la solution. Et j'ai souvenir que quand j'étais aux négociations à Cancun, j'ai souvenir qu'il y avait des grandes discussions à ce sujet-là et qu'il y avait des grandes bagarres entre, à l'époque, justement, les anciens pays coloniaux et les nouveaux pays, on va dire, émergents
qui sont devenus les BRIC. Et les BRIC, à l'époque, ils étaient très pro-commerce équitable. Mais je devais parfois les gronder et leur dire, en tout cas à leurs représentants, leur dire « Ouais, mais le jour où vous serez bien développés, j'espère que vous n'allez pas seulement favoriser vos copains producteurs, vous allez favoriser tous les producteurs, tous les agriculteurs qui sont un peu en difficulté. » Et on voit aujourd'hui, ces BRIC, ces États, ils ont beaucoup de difficultés à justement travailler de manière équitable. Peut-être une dernière question? Oui. Pour faire le lien entre ce que monsieur a dit, comment faire, puis ce que monsieur a dit derrière moi aussi, du rapport entre les pays du Nord et du Sud, et puis ce que vous avez dit aussi, enfin ce qui s'est passé entre vous deux, je pense, quant à moi, que le commerce devrait être politique. J'entends par là que, effectivement, aujourd'hui, le commerce est économique, ou en tout cas, on veut le limiter sur le seul plan de l'économie. L'oikos, comme disaient les Grecs, c'est donc le foyer, c'est le domicile, et l'homme, le père, le patriarche est un peu le chef de sa famille, en fait, quoi. Même sa femme, ses enfants sont ses biens meubles. Dans l'esclavage, c'était la même chose. Le propriétaire voyait ses esclaves comme des biens meubles, il pouvait les disposer, les tuer, vous voyez. Et dans la police, dans la ville, eh bien, on est entre égaux, on est entre homoioi, comme disaient les Grecs, on est entre égaux. Et bien alors, on a des rapports un peu différents, des rapports non économiques, mais des rapports politiques. Et dans ce sens-là, je pense que, par exemple, ce qu'on pourrait faire, c'est, je sais pas, au lieu de... Il y a des barrières partout, en fait. Il y a la barrière, bon, vous avez de la Chine, ils font des barrières. Ici, nous, on fait aussi des barrières avec la délocalisation. Il y a des barrières aussi avec les labels, Max Havelaar qui peut être une barrière. Mais la grosse barrière, moi, je trouve, c'est l'effort, en fait. On réchigne dans notre société à l'effort et on préfère le plaisir. On pourrait, par exemple, manger moins. On pourrait... cultiver par exemple la spiruline, parce que moi ce qui m'étonne, c'est pas qu'on puisse mourir de faim aujourd'hui, c'est pas ça, mais c'est que des enfants puissent mourir encore de malnutrition et de carence alimentaire. Vous mangez de la spiruline, vous avez quasiment tout ce qu'il faut pour survivre des jours, des centaines de jours. Moi je suis resté 13 jours, je fais un jeûne, je mange pas. Vous pouvez rester en mangeant de la spiruline 90 jours, 100 jours. Parce qu'il y a plus de protéines dans la spiruline que dans le soja ou la viande. Ben voilà, on pourrait faire des choses comme ça. Et ça se fait déjà un peu comme ça, mais un peu amplifier ça. Ça, ce serait des choses à faire, par exemple. Monsieur, vous voulez savoir? Il écrit. Il écrit ce que vous dites. Ouais, non, mais c'est vrai, vous avez raison. La malnutrition, c'est un bien plus grand problème qu'il y a encore... Bien sûr, il y a encore beaucoup de gens qui meurent de faim, beaucoup trop, mais certainement la malnutrition, c'est un problème beaucoup plus grave et qui empire. Bon, Paola, merci beaucoup pour vos questions et donc bonne fin d'après-midi. Merci.